Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de la Terrasse Discovery. Aujourd'hui, vous avez un webinaire qui va vous passionner puisqu'on est sur le nouvel élan. Le nouvel élan après une crise, c'est pas rien, c'est une espèce de réveil pour certains. Parfois, ça va être un peu difficile, parfois les gens n'attendent que ça. Mais c'est Arnold qui prendra la parole tout de suite après pour nous révéler ce qu'il appelle les clés pour trouver un nouvel élan personnel après la crise. Je laisse la parole à Arnold pour qu'il puisse nous parler, lui, du nouvel élan et de la façon dont il voit les choses. Arnold, c'est à toi. Merci Charles et merci à vous d'être là avec nous pour ce moment de digestion. Hein, c'est un bon timing. Hein. Nous sommes nombreux, nous sommes 29, Arnold. Super, parfait. Donc oui, alors j'ai vu avec Charles pour vous parler aujourd'hui du nouvel élan par rapport à cette crise qu'on vit et ce qui va se passer après, même si aujourd'hui il est encore difficile de se projeter vraiment sur le après. Avant de commencer, ce que je vais faire, c'est je vais quand même me présenter parce que je ne sais pas si tout le monde me connaît. Donc, je dis quoi? Je suis Arnold Migan. Et là, tout le monde s'attend à ce que je dise, voilà, mon cursus, ingénieur, exécutif MBA, 22 ans dans l'industrie, différents domaines, hein, technique, gestion, marketing, finance. J'ai géré des équipes à l'international et je suis depuis un peu plus de 2 ans chef d'entreprise. Et là, je ne sais pas si avec ça, vous pensez vraiment savoir qui je suis. Donc moi, je dis, ben non. Qui je suis réellement, c'est ça. Et là, je vais vous dire en réalité qui je suis. Je suis un peu la somme de ce que j'appelle mes fêlures. Je ne sais pas si cette image parle à quelqu'un, mais c'est une image qui représente un art japonais basé sur les... Donc c'est un art qui utilise les brisures, les fêlures, les objets cassés pour en faire un œuvre d'art. Alors, ça ne veut pas dire que je suis une œuvre d'art, hein, bien loin de là. Mais ma personnalité est basée sur mes fêlures. Donc, typiquement, ouais, moi, je suis parti j'ai été éloigné de mes parents assez tôt, donc pour une belle opportunité qui est de venir étudier en Europe. Hein. N'empêche que c'est quelque chose qui a des impacts sur le reste de ma vie, qui a eu et qui continue d'avoir des impacts sur le reste de ma vie. Je suis passé par différentes étapes dans ma vie où il y a eu effectivement des petites fêlures, des plus grosses, des moyennes, mais la personne que je suis aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout ça. Donc c'est important que je le rappelle parce qu'on y reviendra, mais c'est important aussi pour chacun d'entre vous, en fait, d'avoir cette idée en tête et de se poser la vraie question de qui nous sommes. Et ça va nous aider dans le rebond. J'ai mis une image de moi ici avec mes gants. Et cette image, je l'ai mise de façon intentionnelle dès que j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus de 2 ans. Et beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi il met des gants de boxe alors qu'il gère une entreprise qui s'appelle Hug, qui est une entreprise plutôt bienveillante, bien-être au travail, qualité de vie au travail, l'humain. Et cette image de gants de boxe qui montre presque une brutalité quelque part. Alors j'ai mis 1 an et demi a réussi à expliquer pourquoi j'ai mis ces gants-là, et notamment le fait que non, ce n'est pas du tout une image de brutalité, mais c'est plutôt une façon pour moi de me protéger, de protéger mes fragilités. Et ces fragilités, oui, j'avais vraiment besoin d'avoir cette image face à moi sur les premières années de mon entreprise. Donc voilà, j'assume et j'avance. Assez parlé de moi, n'est-ce pas ? Donc, aujourd'hui, on va commencer par parler de notre équilibre à chacun au quotidien, de quoi c'est fait. Parce que ce qui vient de se passer nous déséquilibre un peu, mais avant d'y revenir, c'est comprendre ce qui constitue l'équilibre de chacun. Et clairement, c'est un ensemble de choses qu'on va appeler nos habitudes. Globalement, sur la suite de la présentation, je vais les appeler nos habitudes. Mais ici, je détaille un peu ces habitudes, routines. Ce sont nos certitudes, ce sont nos acquis, en tout cas ce qu'on pense être nos acquis.
Et tout ça est censé être utilisé, en fait, pour répondre à nos besoins. Donc, quand chacun arrive à un stade de sa vie ou à un moment où l'ensemble de ses habitudes répondent bien aux besoins qui sont les siens, qui s'est défini, hein, on va au-delà de Maslow, là, on est vraiment sur nos besoins tels qu'on les veut, on arrive à un niveau d'équilibre qui est celui-là. Après, chacun a son niveau d'équilibre. Et là, je vais vous demander, en fait, je vais défiler un certain nombre d'images, et vous allez essayer de voir l'image qui ressemble le plus à vous, à votre équilibre à vous, en termes de fragilité, en termes de solidité, d'ancrage, d'enracinement. Donc, essayez de vous poser la question en visualisant ces images-là sur ce qui constitue votre équilibre et dans quel état il est. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'identifier quelque chose qui pourrait ressembler à votre équilibre habituel. Et là, ce qu'on va voir, intégrer ça, si vous avez un crayon ou un papier à côté, essayez de noter ce qui vous vient là en ce moment. Et sachez que tout le long, on va avoir des petits moments comme ça où on va se poser se poser des questions, réfléchir avant d'avancer. Donc, notez voilà, votre équilibre, dans quel état il est, à quoi il ressemble, le niveau de fragilité qui va bien. Ceux qui n'ont pas retrouvé, ben, vous chercherez, vous continuez à chercher et on verra. Alors, il faut comprendre que ces équilibres-là qu'on a chacun, à un moment donné et à tout moment en fait de notre vie, ça bouge. Il y a des choses qui évoluent, que ce soit les habitudes et que ce soit les besoins. Ça évolue. On arrive plus ou moins facilement à remettre l'équilibre parce que si je donne l'exemple, hein, vous aimez, dans vos besoins, vous avez comment dirais-je, la propreté de votre maison et vous rentrez un jour du travail et votre enfant a mis du bazar partout. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos besoins. Le besoin de propreté n'est pas assouvi et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir une émotion qui va remonter, probablement la colère. Vous demandez à votre enfant, il remet en l'état ou vous mettez en l'état. Quelques minutes après, vous revenez à votre équilibre normal. Donc, jusque-là, ça va. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que le déséquilibre, quand ça arrive, ça provoque des émotions plus ou moins importantes et on arrive plus ou moins facilement, en fait, à rétablir l'équilibre et à avancer. C'est notre fonctionnement de tous les jours, à tout moment. Des fois, on ne s'en rend même pas compte parce que nous sommes dans ce mode de pilotage tellement automatique que ben, ça se passe tout naturellement. Alors, si on regarde d'un peu plus près cette notion d'équilibre et d'habitude, vous voyez, là, je vous ai mis un petit diagramme pour expliquer ce que je viens de dire. Le fait que à chaque émotion, après chaque émotion, on a une action, une réaction même, qui permet de rétablir l'équilibre. Sauf que, des fois, il se passe des choses autres. Le déséquilibre peut être plus ou moins important. Un choc, un trauma, quelque chose de beaucoup plus grave, qui fait que la petite action qu'on fait de rétablir, en fait, ne suffit plus. Et là, d'après vous, je ne sais pas si vous imaginez la taille de l'émotion qu'on peut avoir. Je pense que chacun l'a vécu depuis quelques semaines maintenant. Donc, on voit que l'émotion, même si c'est la peur, même si c'est la colère et autres, ça prend une ampleur qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a dans notre vie au quotidien. D'après vous, est-ce que nos petites réactions suffisent à ce stade pour rétablir l'équilibre? Je
chacun a sa réponse. La réponse est non. Et ici, je vous ai mis une petite citation qui est quand même une citation importante pour avancer. C'est de comprendre cette notion de ce qui constitue notre vie. Entre ce qui nous arrive, donc ce choc-là, le trauma qu'on a, et la modification qu'il y aura dans notre vie. Ce qui est le plus important, ce n'est pas tant le trauma, enfin ce qui nous est arrivé, le trauma là. Ce qui est le plus important, c'est la réaction, c'est notre réaction, comment on va réagir, comment chacun va pouvoir réagir. Donc, il y a deux possibilités, au moins deux. La première, celle-ci, qui est une réaction proportionnée au trauma qu'on a eu, au choc qu'on a eu, aux émotions qu'on a eues. Et cette réaction-là, c'est ce qui va nous permettre, en fait, si on arrive à atteindre ce niveau d'adéquation entre le choc et la réaction, à faire un rebond. Donc là, ce qui est vers le haut, c'est le rebond en question. Il y a une erreur qu'on commet souvent, et la plupart d'entre nous, hein, quand l'émotion est grande, une émotion trop forte, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes submergés par l'émotion et nous nous focalisons, mais totalement, sur l'émotion en oubliant de réagir. Des fois en oubliant, des fois simplement en ne pouvant pas réagir. Et donc là, nous rentrons dans une phase assez compliquée qui peut devenir une phase traumatique où on va être ensuite confronté à ce qu'on va appeler l'inaction, la capacité de réagir parce qu'on est tellement submergé par l'émotion qu'on ne peut plus avancer, on ne peut même plus prendre le temps, le recul nécessaire pour réfléchir. Et là, ce qui se passe, c'est même si ici j'ai mis aussi une réaction, c'est une réaction presque d'inaction, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va nous permettre de retrouver un équilibre, hein, mais ce ne sera plus l'équilibre, ce ne sera plus le même niveau d'équilibre que ce qu'on avait dans notre vie d'avant, d'une part, et ce ne sera probablement pas suffisant pour passer à autre chose. Donc là, on descend. On est dans une phase totalement descendante. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Charles, à ce stade, avant que j'avance sur le... C'est clair pour tout le monde? Non, pour l'instant, c'est clair. Il y a des réactions, mais je n'ai pas de questions. Ok. Sur tes images, sur les métaphores que tu fais, mais pas sur... j'ai pas de questionnement direct. Très bien. Donc, on peut, avec le temps, à tout moment, rebasculer. Il y a quelqu'un qui écrit sur le set. On peut à tout moment rebasculer de notre traumatisme à un rebond. Donc ça, c'est possible. Le travail est plus long et avec des spécialistes. Mais là, la réalité, ce qu'il faut retenir en fait de ce schéma, c'est de dire les émotions, il faut qu'on les accepte, il faut qu'on les exprime, il faut qu'on les vive, mais il ne faut pas qu'on oublie de réagir. Et ça, c'est vraiment le point important, c'est ne pas rester immobile parce que nos émotions sont trop fortes. C'est les accepter et avancer avec. Ensuite, avant que tu ailles plus loin, j'ai une question sur la définition que tu fais sur le mot habitude. alors, Schéma. c'est ce que j'ai dit au début, Charles, sur les habitudes. Ici, j'ai dit, je les appellerai habitudes. Mais globalement, les habitudes, c'est plus que ça. Ce sont nos routines, ce sont nos acquis. En fait, c'est tout ce qui, naturellement, nous permet d'avancer au jour le jour. C'est ce qui est tellement automatique que tu ne te poses même plus la question, en fait. Tu vois, je peux prendre l'exemple dans les circonstances actuelles. Tu as l'habitude, Charles, de te lever le matin, de prendre ton vélo, de monter la côte de Gif vers Saclay et de venir à l'espace technologique travailler. C'est comme ça. Tu ne te poses pas 10 000 questions sauf quand tu es en congé. Je pense que jusqu'à cette histoire de confinement,
tu n'as pas dû beaucoup te poser la question de télétravailler alors que tu animes un espace de coworking. C'est vrai. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qu'on a l'habitude de faire, en fait, de façon tellement systématique que, bah oui, ce sont nos habitudes. Et ça répond à un besoin. Pour toi, le besoin, c'est de retrouver tes coworkers, d'animer cet espace-là et d'avancer, en fait, simplement. Ça répond à ta question? Oui, oui, c'était la question de Caroline qui me précise que c'est plus clair, donc c'est très bien. Super, merci. Donc, là, je viens sur les piliers du web. Donc là, vous retrouvez ici mon kintsugi. Alors, les 3 piliers, c'est ça, c'est vous, c'est votre santé et ce sont vos rêves. Ce sont les 3 choses, en fait, qui vont nous permettre de réagir vers le haut, donc de faire ce rebond que j'ai indiqué tout à l'heure. Parce que, alors, je vais les traiter un par un, les piliers. Hein. Vos fêlures, votre personnalité, qui vous êtes, vos croyances, ce sont ces choses-là qui vont faire que vous allez pouvoir faire un pas. Je vous donne un exemple. Le jour où vous êtes chez vous, je ne souhaite pas que ça vous arrive, mais le jour où vous êtes chez vous, ou vous êtes dans la rue, on va dire dans la rue, c'est plus simple. Vous êtes dans la rue et vous avez faim, mais vous n'avez rien sur vous. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui est en train de manger. Est-ce que vous lui demanderez une bouchée de ce que cette personne mange? Non. Hein. Je ne Vous pense avez pas. soif, la personne a de l'eau ou plein de bouteilles d'eau. Est-ce que vous lui demanderez? Non plus. Pourquoi? Simplement parce que vous, dans votre constitution, de la façon dont vous avez été éduqué, ça ne se fait pas. Même si, oser demander ça répondrait à un besoin immédiat que vous avez, ne vous enlèverait a priori rien. Charles, vous m'entendez toujours? Oui, 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 c'est D'accord. bien. J'ai un message de Zoom Non, non, tout va bien. et je suis déconnecté. Non, non. Donc voilà, en fait, nos croyances, notre éducation nous conditionne à un point que des choses simples qu'on pourrait faire, on ne les fait plus parce que on a ces blocages psychologiques quelque part. Deuxièmement, le deuxième pilier, c'est la santé. Parce que, ouais, là, quand il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et il y a un point qui est revenu souvent, bouger. Faites du sport, même si c'est 1 kilomètre autour de chez vous ou chez vous, mais bougez. Parce que c'est nécessaire. Parce que c'est quelque chose qui va permettre, en fait, au cerveau de fonctionner correctement et de vous donner les capacités de prendre du recul, les capacités de réfléchir et les capacités aussi d'avancer, en fait. Et ça, c'est extrêmement important de travailler au-delà du vous, donc vous, la personne que vous êtes, la façon dont vous êtes constitué, et de travailler sur cet ensemble de choses qui fait que votre corps, en fait, fonctionne totalement. Le corps physique et mental fonctionne totalement. Alors, si vous avez ces 2 éléments-là, mais que au final, là, vous êtes dans un tunnel et vous n'avez aucun objectif derrière, vous n'avez aucun rêve, vous n'avez aucun but, je pense que vous êtes bien dans le tunnel, vous avez bien envie de rester éventuellement, parce que de toute façon, il n'y a rien qui vous attend en dehors. D'où la nécessité d'avoir des rêves, d'être conscient, en fait, de ces rêves-là, de les construire, de les écrire. Il y a des gens, je me souviens encore cette semaine sur un des ateliers que Hug organise, j'ai une des intervenantes qui a montré son petit papier, son cadre en fait, où elle a fait c'est son cadre de ses rêves, où il y a des photos qui sont collées, il y a des petites choses qui sont collées, mais qui sont pour elle des choses importantes, et ce vers quoi elle tend.
Et ça, c'est important de se poser, pareil, de poser ses rêves, les plus réalistes au plus ou moins réalistes et les plus lointains, mais il faut les poser, ces rêves-là, pour pouvoir alimenter le cerveau et alimenter l'espoir, en fait, d'aller les atteindre. Et c'est aussi ça, ce qui va vous donner l'élan, en fait, pour pouvoir rebondir. Autrement, il n'y a aucun sens à votre rebond. Donc, là, ce que je vais vous demander, on va faire une petite pause. On va faire une pause d'1 minute. C'est moi qui fais le chrono, donc Charles, tu peux faire la pause. Et on va faire simplement un silence total. Ce n'est pas de la méditation. Ne méditez pas, ne pensez juste à rien. Essayez de juste vous vider, posez-vous pendant 1 minute. Je donne le go et c'est parti. Bon, je récupère tout le monde. Donc ça, c'est important de prendre le temps de se vider comme ça. Normalement, dans la foulée de ça, ce que j'allais vous demander, c'est maintenant essayer de visualiser un de vos rêves ou 2 de vos rêves. Si vous avez toujours un petit papier à côté, écrivez. N'ayez pas peur, juste posez-les, posez ces rêves, posez ces petites choses, ou ces grandes choses d'ailleurs, que vous avez envie d'atteindre maintenant ou après le confinement, ou un peu plus tard après le déconfinement, pardon, ou un peu plus tard que le déconfinement, mais posez-les. Il faut les visualiser, il faut les écrire, il faut les identifier. Et s'il y a des questions à ce stade, je les prends aussi. On peut les prendre ou par écrit ou par... Je ne t'entends pas, Charles. Tu es en mute. Voilà. Il y a une question qui est d'Isabelle Reville, c'est à quel stade on est suite à un choc ou déséquilibre lorsque nous n'arrivons plus à mettre d'habitude en place et que l'on se pose justement la question de l'habitude. Donc, à quel stade on est, c'est ça? Suite à un choc, quand on n'arrive plus à mettre d'habitude en place. Ouais. Donc, déjà, je pense qu'il faut se poser la question, suite à ce choc-là, est-ce que Isabelle ou les personnes concernées, est-ce qu'ils ont, à un moment donné, accepté ce qui vient de se passer? Est-ce qu'ils sont arrivés à ce stade d'acceptation ou est-ce qu'ils sont toujours dans une étape, en fait, que je vais appeler l'étape de, nous on est tous passés par là, hein, de déni, de rejet, de colère, parce que la désorganisation a été telle que, pourquoi ça nous arrive, quoi? Et pourquoi est-ce que, je ne sais pas, les Chinois n'ont pas gardé leur virus? Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de nous confiner? Pourquoi est-ce que, donc pourquoi beaucoup de questionnements, sans réellement avoir accepté, en fait, que oui, c'est comme ça, et il faut qu'on passe à autre chose. Je pense que il faut chercher dans ces 3 phases-là, donc déni, rejet, acceptation, et donc travailler pour arriver au moins à ce stade d'acceptation. Et je pense qu'il y a des professionnels, il y a des ateliers aujourd'hui qu'on fait, nous, qui peuvent aider, je pense que Isabelle les suit aussi, sur ce type d'approche, pour aller comprendre et accepter. Donc il y a un travail à faire sur soi, sur le vous. Il y a peut-être des choses beaucoup plus sensibles qui ont été réveillées par cet événement-là. Il y a peut-être des blessures sous-jacentes que ce choc, que ce trauma a réouvertes. Où il y a voilà. Donc il faut vraiment aller chercher au cas par cas. Mais de façon générale, c'est voilà, passer l'étape du déni, du rejet et aller vers l'acceptation pour pouvoir avancer. On a une remarque qui vient de Anne qui dit c'est la résilience. Alors, j'ai fait le pari de ne pas utiliser ce mot pendant Oui, mon quand on l'a préparé, présentation. tu me dis.
C'était mon pari propre à moi, de dire je vais jusqu'au bout et je n'utilise pas ce mot parce que c'est un mot, alors je suis totalement d'accord avec elle, hein, mais c'est un mot qui peut faire peur, qui peut tromper, qui peut. Donc je voulais qu'on reste terre à terre sur des choses très basiques, très simples. Mais oui, elle a absolument raison. On le savait, Arnold, on le savait. Ouais, c'était mon challenge. Ok, donc il y a quelques astuces que je mets ici. Donc savoir mettre son cerveau en veille. Ça, je ne sais pas si vous le faites souvent, mais c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure sur la petite minute où je vous ai dit rien. Ce n'est même pas de la méditation, c'est rien. C'est juste un silence et je me pose. Ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. Et c'est une action, c'est un acte qui est régénérateur en fait, aussi bien pour le corps que pour l'esprit, de se poser. Ok, là, ça va pas durer longtemps, mais rien. Alors, dans le cadre de ce qui se passe actuellement, c'est garder un rythme de vie normal, un rythme normal. Alors, on peut se dire, c'est quoi normal? Ben, c'est le rythme de vie qu'on avait avant ce choc. Nous, dans notre globalement, c'est pas un tsunami, c'est pas voilà. Donc, on peut encore garder un rythme, se lever le matin, prendre sa douche, s'habiller, se positionner à son bureau, même si c'est un bureau à la maison, travailler. Mais tout ça, ça suppose que déjà, on accepte la situation et qu'on se dise, OK, c'est comme ça, je vais continuer à travailler, mais je vais travailler de chez moi. Et rester optimiste. Bouger, donc j'en ai parlé tout à l'heure, bouger régulièrement, parce que nous sommes dans le cadre en fait du télétravail, dans le cadre de ce confinement, on se sédentarise beaucoup plus facilement. Donc, prendre cette peine de dire, OK, toutes les demi-heures, même si j'ai des conf calls, même si j'ai des Zooms, même si j'ai des visioconférences plus globalement, ben, je peux me mettre debout de temps en temps, je peux marcher de temps en temps, je l'ai fait peut-être de mon téléphone de temps en temps. Et donc ça, c'est super important. Et faire de l'activité physique. Ce n'est pas forcément du grand sport, mais au moins bouger son corps. Garder des horaires fixes pour les repas. Donc ça fait partie, en fait, je reviens un peu sur nos habitudes. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on garde parce que c'est nécessaire pour notre état général et c'est nécessaire pour le moral, pour ne pas être complètement déconnecté du fait de ce choc-là. Nous pouvons le faire, nous pouvons encore prendre un petit déjeuner, déjeuner à midi, prendre un goûter s'il le faut et dîner le soir. Donc faisons-le. Et même on peut améliorer ça en cuisinant un peu plus et en mangeant mieux. Tout bénef d'être à la maison. C'est important, donc je le dis, ça paraît basique, mais ça fait partie en fait de ces petites choses qui vont nous aider à rester debout demain. Ensuite, c'est respecter une hygiène de vie par rapport aux écrans, parce que le télétravail nous emmène en fait à utiliser un peu plus les écrans. Déjà, dans le temps avant cet événement, on disait déjà faites attention aux écrans, faites des pauses, gymnastique des yeux ou autre, regardez ailleurs de temps en temps. Mais là, on est totalement les yeux rivés sur les écrans en permanence. Donc, il ne faut pas oublier les règles d'hygiène qui étaient valables avant. Ça le reste encore plus aujourd'hui. Et ensuite, c'est notre hygiène de vie par rapport aux informations. Ça, c'est quelque chose qui va impacter ce qu'on disait tout à l'heure sur le déni, la colère, qui vont faire que quand on va avoir des informations,
on est d'accord, on n'est pas d'accord avec, peu importe. C'est contradictoire, c'est pas contradictoire avec d'autres choses, ok. Mais tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va générer en nous des émotions, d'autres émotions, qui vont venir en fait amplifier l'état dans lequel nous sommes en fait. Donc, si ce n'est pas nécessaire, si on peut se passer de regarder ou d'écouter les informations en continu dans la journée, mais on le fait. Pour aller dans le même sens sur cette notion de santé globale et de garder un rythme, des habitudes, c'est respecter aussi les notions de cycle jour-nuit. C'est-à-dire que le matin, je me lève, ok, je ne sors plus comme d'habitude pour aller chercher mon métro ou pour aller me mettre dans les bouchons, donc je ne vois pas le jour, mais je peux quand même ouvrir mes fenêtres. Je peux passer quelques minutes à la fenêtre, hein, je peux aller sur le balcon si j'en ai, dans le jardin, et dire à mon corps, oui, c'est le matin, je suis réveillé et je vois le jour. Je travaille, je fais des pauses, et surtout le soir, pareil, surtout que maintenant que les jours se sont rallongés, peut-être même, je dirais, fermer vos volets un peu plus tôt pour marquer la nuit en fait. La nuit, ce n'est pas uniquement au moment où vous allez au lit, mais c'est le soir, c'est vraiment cette fin-là. Des questions à ce stade? Il y a surtout des remarques. Dis-moi. Des remarques, deux remarques. Alors, il y en a plusieurs, là, ça y est, il a suffi que tu dises ça pour que ça avance, c'est super. Donc, merci à toutes et à tous. D'abord, il y a Coralie qui dit c'est quand même difficile de distinguer ces journées de la semaine et du week-end, changer de rythme entre la journée de la semaine et le week-end pour garder l'équilibre. Donc, mais je pense qu'en effet, on est tous d'accord là-dessus et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Moi, je vais aller même plus loin dans cette réflexion-là. Je trouve que c'est même difficile de se dire à la fin de la journée, un peu comme nos journées de travail qui sont parfois harassantes avec plein de choses à faire, où on finit la journée et comme tu disais, il faut se calmer pendant une minute, mais c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Est-ce que finalement j'ai bien avancé ou pas? Donc ça, c'est un vrai sujet aussi, je pense. Il y a Marc qui nous fait une remarque qui est plus sur attention, on utilise la bienveillance, on utilise des mots comme la résilience. Est-ce qu'on ne se trompe pas parfois parce que c'est des mots à la mode sur le vrai sens de tout ça? On a Teresa qui nous dit et si les écrans font partie de nos habitudes? Point d'interrogation. Travail à l'écran de 6 à 8 heures par jour, donc sédentarisme comme, comme habitude. Et donc, comment devons-nous gérer cela? Maître Claire nous dit, elle, mettre le mental au repos en n'écoutant pas d'infos en continu car c'est trop anxiogène. C'est un complément donc par rapport à ce que tu disais. Donc dans les questions, il y a surtout quid de penser, enfin comment on peut penser ces journées et comment on fait entre la semaine et le week-end, puisque ce sont des habitudes que nous avions, qu'on perd. Et moi j'y vais plus loin en disant comment on fait au niveau des horaires pour se dire j'ai bien avancé, j'ai bien fait des choses. Si tu as des trucs et astuces aussi en la matière. Et puis, comment fait-on quand on est face à son écran en permanence? Ça rejoint d'ailleurs un webinaire qu'on a fait hein, sur la posture au télétravail, puisque c'était un des thèmes que l'on a abordé récemment. Ok. Charles, la première, ma réponse à la première question qui concerne la semaine et le week-end, Oui, ça revient au rythme de vie. Ce que je disais, en semaine, moi, le lundi matin, je me lève, je prends ma douche, je m'habille. Je m'habille comme si j'allais travailler. Je ne m'habille pas comme si je suis à la maison. Je m'habille comme si je vais travailler. Ça fait partie du protocole, du rythme, en fait, du rituel. Et donc, ça, c'est quelque chose, déjà, c'est une petite chose, mais c'est une petite chose qui peut faire la différence avec le week-end. Je donne encore une fois mon exemple. Le samedi matin, quand je me lève, je prends ma douche, je me mets en tenue de sport. Et ce n'est pas ce que je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. De la même façon, et là, je vais répondre aussi à la question sur les horaires, et ça rejoint un post que j'avais fait sur LinkedIn sur les limites du télétravail, c'est de savoir fermer le PC. C'est de savoir arrêter les réunions. Ce n'est pas parce que nous sommes à la maison
que nous sommes disponibles en continu. Donc, et le message s'adresse aux managers, ce que j'ai mis sur LinkedIn essentiellement, de dire ne mettez pas de réunion à vos équipes en dehors des heures qui sont les heures standards de travail, en fait. Et de la même façon, rappeler aux collaborateurs d'arrêter quand c'est l'heure de fin. Il est encore temps de reprendre le lendemain. Donc, c'est vraiment il faut garder le rituel. Et Coralie, c'est important de se dire, en semaine, je me comporte comme si j'étais au bureau. Il y a quelque chose que j'avais mis sur un slide que j'ai enlevé parce que ça faisait un peu trop, mais je vais le rappeler ici. C'est au niveau de cuisiner et manger sainement, j'avais mis à côté de ça, et surtout, pas d'alcool pendant les heures de bureau. Ben oui, pas d'alcool pendant les heures de bureau, même si je suis à la maison et même si la bouteille de vin est ouverte et juste à côté depuis la veille au soir. Ça fait partie de ces rituels, en fait, pour rester dans un cadre qui est un cadre de travail professionnel, même chez moi. OK. Il y avait une dernière question, je pense, Charles, après les remarques. Tu es en mute. C'était sur la question de l'écran et du sédentarisme, donc je pense que tu as répondu. Et il y avait une remarque de Claire qui était mettre le mental au repos en n'écoutant pas les infos en continu parce que c'est trop anxiogène. Je pense que ça, c'est une vraie réalité, un vrai bon conseil aussi. Mettre le mental au repos et de la même façon que ce que vous faites quand vous êtes au travail, si vous aviez des activités sport ou autres que vous aviez l'habitude de faire à une certaine heure, à un certain moment dans la journée de travail, essayez de garder les mêmes rythmes. Si c'est possible, gardez les mêmes rythmes. Accordez-vous ce temps-là. Ne vous dites pas, OK, je suis à la maison, donc ce n'est pas la peine que je fasse une pause d'une demi-heure ou d'une heure pour aller faire mon activité que je faisais normalement dans le cadre du boulot. Mettez-vous vraiment dans les mêmes conditions que les conditions de travail parce que ça va aider votre corps, en fait, et votre morale aussi à avancer et à revenir, en fait, une fois qu'on aura passé cette phase-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer, même si on parle du 11 mai et tout ça, on ne sait pas. Donc concrètement, il faut se préparer, s'armer et être prêt à dégainer au moment opportun. Et posez-vous la question, là je vais sur mon... Voilà, ce que j'ai appelé de faire un check-up régulièrement, c'est posez-vous la question le matin au réveil, posez-vous la question le soir en fermant votre PC ou le soir en allant au lit, de savoir en gros où est-ce que vous en êtes, quoi. De la même façon que vous regardez souvent le niveau de batterie de votre téléphone, hein, posez-vous la question, faites une pause et voilà, vous faites votre check-up perso en disant où j'en suis là, à quelle altitude je navigue. Et ça va vous aider à savoir si vous avez besoin de recharger ou pas. Mais c'est important de marquer ce pas et de se le dire. Et enfin, pour terminer, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, je pense que dans la vie de tous les jours, on se dit souvent, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de faire ci, parce que voilà, je suis dans ce train-train quotidien, je dois aller prendre le métro, enfin voilà, donc je n'ai jamais le temps de. Est-ce qu'il y en a qui se sont réellement posé la question depuis le début du confinement, se dit, OK, là, j'ai peut-être un tout petit peu plus de temps qu'avant, parce que je ne vais pas prendre le métro, donc je gagne peut-être 1 heure ou peut-être 2, peut-être une demi-heure, ça dépend des cas. Comment je fais pour mettre ce temps à profit, pour essayer de faire quelque chose que j'aurais voulu faire avant, mais que je n'arrivais pas à faire. OK, je sais qu'il y a les enfants à garder et que ça prend aussi du temps, mais ça prend du temps en plus sur d'autres temps. Mais est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Est-ce que vous avez fait une liste à un moment donné de ces choses que vous auriez voulu faire
mais que vous n'aviez jamais pu faire parce que vous n'aviez pas le temps avec votre rythme un peu soutenu de métro, boulot, dodo. Et est-ce que dans cette liste, il y a des choses que vous pouvez faire malgré le confinement? Des choses que vous pouvez faire de chez vous, que vous pouvez faire chez vous, c'est peut-être du rangement, c'est peut-être autre chose. Donc, moi, le petit conseil que je peux donner, c'est faire cette liste-là, prendre le temps de le faire, on a encore quelques semaines devant nous, et faire les éliminer au fur et à mesure. Et je pense que ça vous fera du bien et ça fera du bien à votre morale. Alors, il y a des réponses, bien entendu, qui arrivent. Il y a beaucoup de oui avec des gros oui, notamment certains qui disent qu'ils peuvent le faire grâce au confinement, mais d'autres qui disent aussi oui, oui, mais j'arrive pas du tout à le faire, j'ai pas le temps. Et c'est assez frustrant d'ailleurs. Oui, j'ai pas le temps pendant que je suis Mm. confiné chez moi et que je suis en télétravail. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça, et on entend ça notamment du fait de l'école à la maison, je pense. Il faut s'occuper un peu plus des enfants que d'habitude, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier de s'occuper de soi dans la mesure du possible. Et l'impression que ça donne en lisant les commentaires, c'est que c'est une notion d'objectif et que il faut aussi se fixer des objectifs perso. Oui, Se discipliner, une chose par semaine. Alors voilà, il y a Clélia qui nous dit le plus difficile, c'est l'autodiscipline. Euh, Corinne qui nous dit oui en se fixant une chose par semaine. Donc voilà, c'est la notion d'objectif. Isabelle qui nous fait c'est une discipline à avoir. Voilà. Teresa, je réussis à faire des tâches que j'avais mis de côté auparavant, donc c'est très bien. Frédéric qui dit il faut bloquer des plages dans l'agenda. Donc c'est toujours la même notion, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas perdre les bonnes notions d'après ce que je lis, hein. Et si je me permets une interprétation, mais c'est à toi de me dire, de justement se dire bah, finalement, faisons les choses, mais en nous les programmant comme on le programme pour le travail, par exemple. oui. Est-ce que tu nous Et, dis ça? et ceux qui, ouais, c'est vrai, Charles, que je pense que tes déductions sont bonnes. Et ceux qui se disent, je n'ai pas le temps de faire, ou en tout cas, c'est peut-être pas si important que ça finalement, il faut qu'ils se posent cette question. L'image que vous avez en face de vous là, posez-vous la question réellement. Où est-ce que vous en êtes vous personnellement? Parce que si vous êtes tout à gauche, avec le bonhomme qui est au niveau de Qui est ses, bois rechargé. de ses pieds qu'il faut recharger, dites-vous que ça, c'est quelque chose qui va de toute façon impacter votre environnement. C'est quelque chose qui va impacter non seulement votre travail, mais votre environnement, votre famille, vos enfants. Ça va les impacter parce que vous n'êtes pas bien. De la même façon, si jamais ces choses que vous ne faites pas ou que vous n'osez pas prendre le temps de faire contribuent à déséquilibrer votre balance, ce que je vais montrer plus haut, ben le déséquilibre, ça se verra de la même façon. Parce que peut-être beaucoup plus irritable, peut-être facilement énervé, hein, c'est ça. Voilà, il va se passer des choses qui, de toute façon, vont vous mettre dans un cercle vicieux dans lequel vous n'avez pas envie d'être, en plus de ce qui est actuellement. Donc, voilà. Ce qui est important, on est dans les temps, Charles? Il est 21. Donc il nous reste 10 minutes, un quart d'heure maxi. Mais il y a une réflexion et une question derrière de Fred qui dit le temps, nous l'avons tous. Être capable de le prendre pour soi, cela s'apprend. Arnold, comment as-tu appris à le faire? Alors, moi, je vais vous dire, j'ai fait un pas, j'ai fait un grand pas il y a 2 ans et demi en quittant mon poste pour créer une entreprise. Et en faisant ça, je pense que c'est parce que j'ai appris un certain nombre de choses et dont les priorités en fait. La notion de priorité et ce que je viens de dire par rapport à l'équilibre et l'impact que le déséquilibre peut avoir sur votre vie, mais aussi sur la vie des gens qui y a autour de vous. Et je vous renvoie à, je pense que vous le connaissez tous sans doute, les histoires de, enfin, il y a cette notion de priorité, c'est le truc qu'on remplit
on remplit un pot avec des balles de golf, du sable. Hmm. On le fait souvent dans des choses de management. Essayez de repenser ça. Si vous ne le savez pas, je peux envoyer le lien. Il y a des vidéos YouTube qui expliquent très très bien sur ce qui est important, ce qui est moins important, ce qui est urgent et tout ça. Donc, comment gérer vos priorités. Et la notion de temps, mais vous comprendrez très vite qu'on a le temps et on peut prioriser très vite, suivant les impacts que ça a sur le reste. En même temps, Corinne nous dit, le stress du confinement, la peur de l'inconnu de cette maladie nous aide à nous poser les bonnes questions et donc trouver les priorités, surtout par rapport aux enfants. Oui, Corinne, tu as raison, mais méfions-nous, méfions-nous. Je dis, et j'avais prévu de vous dire, méfions-nous de tout ce qui se dit. Enfin, ne prenons pas tout ce qui se dit pour une vérité. Tout le monde pense que tout le monde changera après le confinement. J'espère que les gens se seront posés des bonnes questions, mais je ne sais pas si tout le monde changera après le confinement. Il faut le savoir, il faut se le dire. De la même façon, un point important que je voulais vous dire, on parle beaucoup de distanciation sociale en ce moment et depuis plusieurs semaines. Alors, je ne sais pas quelle est votre position par rapport à ça. Moi, personnellement, Arnold Migan, je pars du principe que ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas la bonne expression. Parce que je ne peux pas aujourd'hui, vu ce que je vois autour de moi, vu ce qui se passe, vu vous autour de votre écran aujourd'hui, moi je ne parle pas de distanciation sociale. Je parle de distanciation physique, certes. Je parle de, oui, changement d'habitude, ok, mais j'ai l'impression qu'il y a des vrais liens sociaux qui se créent et qui se créent en plus. Globalement, je pense que oui, on se pose des bonnes questions et on voit la vie sociale autrement que juste. Aujourd'hui, quand vous dites bonjour à quelqu'un, même si c'est au travers des écrans ou au téléphone, je pense que vous êtes conscient de ce que vous faites. Ce n'est plus le bonjour furtif qu'on a dans un bureau ou dans un immeuble de bureau qui n'est pas pensé, qui n'est pas posé. Quand vous appelez quelqu'un, vous avez une conversation avec quelqu'un aujourd'hui, vous êtes dedans. Vous êtes obligé d'être dedans. Et ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Et je ne suis pas sûr que ça casse qu'on parle vraiment de distanciation sociale. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière social. Hein. Mais voilà, je voulais quand même partager cet avis-là qui n'engage que moi. Hein. Je voudrais compléter parce qu'en fait, il y a des questions qui commencent à arriver sur le déconfinement, avec une crainte sur ce déconfinement, puisqu'on ne l'a jamais vécu. Crainte de gens surexcités éventuellement suite au déconfinement, mais comment va-t-on gérer ce déconfinement? Bon, évidemment, il y a des bons côtés aujourd'hui que l'on a, puisque tu disais qu'en effet, il n'y a pas de distanciation sociale. Donc certains passent de bons moments, semble-t-il, d'après les commentaires, dans des apéros Zoom. Donc ça fait plaisir. Avec des partages, c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'avait jamais connues précédemment. Moi, je trouve que ça a quand même une grande limite, c'est qu'il faut tout le temps parler, parce que sinon les gens disent mais qu'est-ce qu'on fout là? Voilà. Et ça a changé aussi dans les relations, l'apéro Zoom. Et je préfère vraiment l'apéro en physique. Mais chacun ses goûts, hein. Je pense que je vais être retenu par ça. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce côté, comment faire, comment réagir sur le déconfinement finalement? Est-ce que tu as Okay. déjà réfléchi à cela de ton côté? Oui. Donc, déjà, Charles, par rapport à ta remarque sur il faut toujours parler, c'est le silence, ça se travaille. Hein. Et Oui, même à distance, les regards comptent et ça peut marcher. Donc, pour le déconfinement moi, je ne pense pas qu'il y aurait une surexcitation soudaine des gens dans la rue qui vont aller sur les Champs-Élysées et puis se saouler comme on entend des fois dire. Je ne suis pas sûr. Il y aura déjà une certaine méfiance qui va faire que ça va se faire crescendo.
ça va se faire progressivement. Il n'y aura pas ce moment où les rues seront bondées tout d'un coup. Et non, non, je n'y crois pas beaucoup. Et je pense que, comme disait Corinne tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se seront posées pas mal de questions. Donc ça va se faire dans le temps et sans cette surexcitation-là. Après, ce qui va se passer, c'est ce qui pourrait se passer. Et là, je n'aimerais pas être un RH en ce moment. C'est toutes les transformations qui peuvent s'opérer. Ce sont des personnes qui n'ont peut-être plus envie de retourner au bureau, hein, parce qu'ils ont pris goût à un nouveau mode de vie où ça marche très bien et où là, il va falloir trouver des solutions, chercher d'autres approches. Il y en a d'autres, ben oui, qui ont tellement souffert dans cette phase-là que eux non plus n'ont pas envie de retourner parce que finalement, mais ils sont peut-être, allez, je voudrais pas terminer sur un mot négatif, mais ils n'ont peut-être pas réussi à rebondir. Donc, méfions-nous et attendons, profitons au jour le jour, en se préparant avec les éléments qu'on vient de discuter, et on avisera. Alors, je te lis les questions, Arnold, Yes. qui arrivent. Arnold, qu'est-ce que le confinement t'a apporté finalement et vois-tu un rebond post-confinement? Tu as un peu répondu là, hein, 5% de la population infectée seulement contre 70% attendus. Donc, c'est vrai que c'est la problématique du deuxième niveau en fait de la crise, deuxième pic de la crise éventuelle qui pourrait arriver. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, moi, Arnold, personnellement, qu'est-ce que le confinement m'a apporté? Beaucoup de travail, pas de temps, c'est ça que je vais dire. Non, non. Clairement, le confinement m'a apporté beaucoup de nouvelles relations, beaucoup de choses que j'ai apprises simplement par rapport à l'initiative. Je ne sais pas si tous ceux qui sont sur le call savent ou pas l'initiative que Hug a lancée avec Wakoe sur des activités gratuites qu'on propose donc pour aider toujours dans le même esprit que ce qu'on fait Ils ici. sont top d'ailleurs, ils sont très bien. Et ça, franchement, je peux vous dire que je dis merci au confinement de m'avoir poussé vers cette voie-là parce que avant le 17 mars, je n'avais pas du tout pensé aller sur le web, sur le digital. Pour moi, le contact humain, ça se passait en physique et c'est tout. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que avec notre approche de rester sur des petits groupes d'activités, on est dans une dimension où il y a vraiment des choses qui se passent et que, alors physiquement, on ne peut pas se toucher, mais c'est comme si. Et ça, voilà, ça fait partie de ces choses que le confinement m'a apporté. Alors en effet, on dit que 5% de la population est infectée, mais Valérie dit attention, il y a quand même plus de 50% de souffrance psychologique. C'est vrai que c'est pas simple, on est bien d'accord. Claire, alors, alors que beaucoup moins répandu auparavant, voire difficile à obtenir, toute la société post-traumatisée, point d'interrogation. Toute une société post-traumatisée, point d'interrogation. Isabelle te demande qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ce monde industriel, pourquoi, et puis ensuite, pourquoi tu fais tout cela, et tu fais cela. Donc ça, c'est une bonne remarque, et je pense qu'en effet, ça peut être un beau mot pour conclure notre réunion d'aujourd'hui, puisqu'il est déjà 15h32. Sachant que je pense que tu as répondu à la majorité des questions qui étaient posées, mais si quelqu'un a une question qui n'aurait pas été posée ou sur laquelle il se pose encore des questions, ben, on pourrait la prendre en dernière question. Ouais. Alors, je vais répondre à Isabelle. Je vais répondre à Isabelle par ça. Voilà. Isabelle, ta réponse, elle est là. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai quitté le monde de l'entreprise? Tout est dans ce qui s'affiche là, c'est-à-dire ce pot qui est reconstitué et je pourrais faire un autre webinaire dessus hein,
pour parler de cette démarche-là. Mais non, ce sont mes fêlures personnelles et ce que j'ai appris de ces fêlures-là en rebondissant qui me donne la force et qui me donne cette motivation de faire ce que je fais aujourd'hui. Ok. Eh bien, l'heure est finie, il est 15h33, donc finalement ça passe vite, hein, ça Oui, passe très très vite. Euh, je, je regarde s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. On commence à te remercier. On dit tous que ça a été trop vite, donc je pense que on va pouvoir remonter sur autre chose, peut-être sur le pot fêlé pour aller plus loin, comme tu le disais tout à l'heure, parce que je pense qu'on a tous des fêlures les uns et les autres, et c'est intéressant de pouvoir les analyser, et tu en as fait un vrai chemin, un chemin de vie, donc c'est important, et c'est important de pouvoir le partager. Bah, merci en tout cas, merci à toutes et à tous.